D'abord, j'ai toujours eu envie, indépendamment des OGM, de faire de l'information scientifique grand public, parce que j'estime qu'en tant que chercheur du service public, ça devrait faire partie de nos fonctions que d'informer les citoyens sur ce qui se trame dans nos labos et de leur donner les outils qui vont leur permettre justement de participer à des grands débats citoyens, justement sur des sujets aussi fondamentaux que les OGM, les nanotechnologies, le nucléaire, et j'en passe et bien d'autres. Et il se trouve que donc, étant moi-même utilisateur de la technologie OGM dans le cadre de mes recherches fondamentales, qu'il y a effectivement une grande demande sur ce sujet auprès des citoyens, que je me suis investi donc plus spécifiquement dans l'information sur les OGM, et que j'estime extrêmement important, notamment d'informer les citoyens sur les risques encourus, tant sur le plan sanitaire qu'environnemental, également sur les aspects éthiques, etc., par l'introduction des OGM dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire dans les champs et dans les assiettes. Les premières remontrances qui m'ont été faites par ma hiérarchie, ça a été donc des remontrances verbales concernant mes prises de position publiques sur les OGM, où on m'a reproché en fait d'associer mes positions à mon institut, c'est-à-dire à l'étiquette de mon institut. C'est-à-dire qu'en fait on m'a reproché de prendre des positions au nom de mes tutelles, ce qui est bien sûr totalement faux. Tous ces propos, tous les propos que je peux tenir n'engagent que moi, et il est clair que quand je vais témoigner par exemple en faveur des faucheurs volontaires dans les procès de faucheurs, il est évident que je ne suis pas mandaté ni par le CNRS, ni par l'université, ni par mon institut, et que je parle au nom de Christian Vélo. Simplement je donne mon affiliation professionnelle. Il est évident que pour parler des OGM, qu'est-ce qui fait que je suis bien placé pour en parler? C'est parce que je suis chercheur en génétique moléculaire, et où ça? Eh bien à l'Institut de génétique microbiologie du centre scientifique d'Orsay. Et le fait de donner son affiliation professionnelle pour justifier de ce dont on parle n'implique pas qu'on parle au nom de ses tutelles. J'ai eu un certain nombre de pressions matérielles, notamment à travers une confiscation de crédit, des étudiants qui devaient rejoindre mon laboratoire pour faire des stages et qui ne sont pas venus, notamment une étudiante qui devait venir faire un stage de master dans le but ensuite peut-être de faire une thèse. À 3 jours de venir, j'apprends qu'elle va comme par hasard dans le laboratoire de la directrice, sans que j'ai été averti de quoi que ce soit. On m'a demandé de changer de locaux, de déménager et donc de perdre ainsi toute l'infrastructure que j'ai mise en place depuis 3-4 ans, et de perdre 3-4 mois d'inertie dans un déménagement à 1 an et demi de la fin d'un actuel contrat. Enfin bref, et aujourd'hui j'ai reçu carrément un courrier officiel me disant que je ne ferai plus partie du prochain contrat quadriennal de l'Institut, c'est-à-dire en traduction française, je suis viré de l'Institut à partir de janvier 2010. C'est très paradoxal d'ailleurs, parce que ce qu'on demande à un scientifique, et nous on le fait tous les jours avec nos étudiants, c'est d'être critique vis-à-vis de ses propres expériences. C'est une qualité d'être critique pour un scientifique. Mais bizarrement, que lorsque cet esprit critique dépasse l'expérience et aborde des problèmes de sciences-société, là finalement il ne faut plus être critique. C'est-à-dire qu'il faut surtout rester le chercheur qu'on a essayé de former, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité parce que c'est le produit d'une activité de recherche. C'est-à-dire qu'on fait 10 ans d'études pour être chercheur, et en ces 10 ans on n'a pas une seule heure de philosophie, pas une seule heure d'éthique des sciences, les problèmes de sciences-société ne sont pas abordés, et donc on est moulé à la louche, et on tombe très vite dans le scientisme, c'est-à-dire la science-religion, c'est-à-dire on n'est plus dans le domaine du pragmatisme, on est dans le domaine de la croyance, et bizarrement c'est lorsqu'on devient critique qu'on se fait qualifier par ceux qui croient en la science d'obscurantiste. C'est assez paradoxal quand même. Et donc beaucoup de chercheurs qui sont dans cette démarche-là s'imaginent qu'à partir du moment où on est critique vis-à-vis de la science, critique notamment vis-à-vis de ses applications et des retombées que cela peut avoir dans la vie de tous les jours sur les citoyens, eh bien que l'on crache dans la soupe et qu'on dessert la science. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que justement, si on veut apporter du crédit à la science, et notamment réconcilier la science avec la société civile, parce qu'aujourd'hui il y a un énorme fossé qui sépare la science du reste de la société civile, et je le comprends, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance, un esprit de méfiance. Aussitôt le chercheur, on a tendance à le qualifier d'apprenti sorcier, etc., ce que je comprends tout à fait. Et si on veut justement réconcilier les citoyens avec la science, eh bien il faut faire une science plus démocratique, plus citoyenne, une science ouverte, où les scientifiques sortent de leur bulle scientiste et acceptent d'aller discuter avec le reste de la société civile, et non pas mettre les citoyens devant le fait accompli, comme c'est le cas aujourd'hui avec les OGM agroalimentaires.
pas faire un procès d'intention, j'attends de voir ce qu'on y mettra, mais effectivement, c'est totalement paradoxal de voir ce qui se passe aujourd'hui, et ça peut être de mauvais augure sur ce qu'on entend par ce Haut Conseil des biotechnologies, ou cette haute autorité, on l'appelait avant Haut Conseil des biotechnologies, dans le projet de loi qui a failli être transposé là, de la directive concernait la transposition de la directive européenne 2018 et qui a fait l'objet d'un vote rapide par décret juste avant les élections présidentielles. Et aujourd'hui, donc, on nous parle de cette haute autorité. Moi, j'ai peur que ce soit encore une fois du vernis sur des ongles sales, mais je ne vais pas faire un procès d'intention. On va attendre de voir ce que c'est concrètement. Mais si cette haute autorité, il faudrait qu'il y ait effectivement d'abord pas seulement des scientifiques, hein, et pas majoritairement des scientifiques, je dirais. Il faudrait qu'il y ait vraiment une représentation de la société civile, parce que pour moi, les premières questions qui doivent se poser avant toute application technologique, c'est l'utilité sociale. Et l'utilité sociale, c'est pas aux scientifiques d'y répondre. En tout cas, pas seulement. Ça doit être à toute la société civile, notamment à qui ça profite. Une technologie, une application technologique telle que celle des OGM, par exemple, à qui ça profite? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que ce sont les agriculteurs qui sont allés frapper aux portes des semenciers pour les demander? Je ne crois pas. Et à partir du moment où il n'y a pas d'utilité sociale, qu'il n'y a pas d'attente des citoyens, je crois que l'évaluation scientifique ne se pose même pas, ça reste au placard. Donc la première chose qu'on doit faire, en amont de toute évaluation scientifique, c'est définir l'utilité sociale. Et ça doit être aussi le rôle de cette haute autorité. Donc j'attends de voir ce qu'on y mettra, mais si c'est pour y mettre, encore une fois, une majorité de scientifiques qui, sous la pression du lobby scientiste, vont dire c'est forcément le progrès, donc c'est forcément bien, on n'aura pas avancé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour vous, les menaces de sanctions qui pèsent sur votre labo et vos recherches, c'est plutôt de mauvais augure à l'égard de cette création de cette haute autorité de l'évaluation. Si d'un côté on sanctionne les scientifiques déviants entre guillemets et qu'en même temps on crée une haute autorité de l'évaluation, a priori il y a un peu un hiatus, quoi. Oui, sauf si cette haute autorité d'évaluation s'accompagne d'un véritable statut, d'une protection juridique de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens comme moi, qui soit de par leurs résultats scientifiques, soit de par leurs engagements, prennent des positions qui ne sont pas, disons, conformes à celles de l'establishment ou vont à l'encontre de certains intérêts financiers, par exemple parce que l'on dénonce des risques environnementaux, des risques sanitaires. Donc s'il y a effectivement, parallèlement à cette haute autorité, un véritable statut et une protection juridique des lanceurs d'alerte, alors je pense qu'effectivement, on aura fait un grand pas. Vis-à-vis de l'expertise, la mise en place d'une haute autorité indépendante, j'attends à ce que, comme je le disais, de voir ce qu'il y aura dedans. Il faut qu'il n'y ait pas donc seulement des scientifiques, mais vraiment une représentation plurielle de toute la société civile. Et puis, ça doit s'accompagner absolument d'une protection, d'une reconnaissance du statut de lanceur d'alerte et d'une protection juridique des lanceurs d'alerte. Parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas à la fois mettre en place cette haute autorité et en même temps laisser des scientifiques qui, parce qu'ils prennent des positions qui ne sont pas celles de l'establishment ou parce qu'ils dénoncent, par exemple, ils vont à l'encontre des intérêts des lobbies en dénonçant des risques sanitaires ou environnementaux concernant une technologie particulière comme celle des OGM, on ne peut pas à la fois donc, mettre en place cette haute autorité et laisser ces scientifiques se faire évincer. Je veux dire, il faut absolument qu'il y ait une protection, une reconnaissance de leur statut, une protection juridique couplée à cette haute autorité. Ça, c'est, en ce qui concerne l'indépendance de l'expertise, c'est totalement lié.